10 000 codeurs. L'Afrique, poumon de l'industrie mondiale du numérique. À travers une jeunesse accompagnée par les grandes sœurs et les grands frères du réseau d'experts 10 000 codeurs. 450 millions de jeunes entre 15 et 35 ans. Et si cette jeunesse était accompagnée dans les métiers du numérique, l'Afrique deviendrait le poumon de l'industrie mondiale du numérique. Du lundi au vendredi, 20h heure de Paris, des professionnels donnent du sens à leur carrière en devenant des repères pour la jeunesse africaine. Conseils, savoir-faire, savoir-être, ils partagent une connaissance qui permettra de faire générer une jeunesse décomplexée. Ce soir, 4e mercredi du mois, agilité. Le thème, comprendre les artefacts Scrum dans la gestion de produits. Avec nous ce soir, du côté du Sénégal, le grand frère Souleymane Thiongane, consultant en transformation digitale, fondateur de Youcouté. Sénégal, l'Afrique poumon de l'industrie mondiale du numérique, avec des aînés qui montrent l'exemple et tendent la main à une jeunesse invisible, inaudible, sans repère. L'agilité, une actualité de chaque instant. Invité spécial ce soir, le grand frère Oumar Bamba, coach transformation digitale. Sénégal, Côte d'Ivoire, l'Afrique, poumon de l'industrie mondiale du numérique. Des grands frères qui montrent l'exemple avec fierté. Debout, prêts à encadrer une jeunesse sans repère, qui cherche sa place et qui ne sait pas que le numérique est une opportunité sans précédent pour son autonomisation. L'Afrique, poumon de l'industrie mondiale du numérique, avec 10 000 codeurs. Découvrez TouChere, la nouvelle plateforme qui va révolutionner le secteur de la formation en Afrique. Une interface innovante, unique et pratique qui regroupe à la fois social media et digital learning pour apprendre sans limite. Rejoignez gratuitement TouChere, le premier réseau social éducatif africain, et formez-vous grâce au contenu des meilleurs formateurs et des plus grandes écoles, quel que soit votre domaine ou votre passion. Participez à des quiz, des classes virtuelles et interagissez avec des experts. Repérez votre future école ou votre prochaine formation en ligne et abonnez-vous à vos pages préférées. Agrandissez votre communauté et donnez un coup de pouce à votre carrière. Suivez, likez, mais surtout apprenez sur touchere.com. Avec TouChere, révélez votre talent. TouChere, extend your world. Alors, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, on peut démarrer le webinaire d'aujourd'hui. Donc, je commence par me présenter. Moi, c'est Souleymane Thiongane, consultant en transformation digitale et fondateur et CEO de l'entreprise de consulting Youcouté. Donc, aujourd'hui, on a l'honneur d'animer et de modérer, on va dire, cet atelier, ce webinaire sur le thème de l'agilité avec 10 000 codeurs. Donc, 10 000 codeurs, comme tout le monde le connaît, en fait, qui est une communauté d'experts qui sont là, comment ça s'appelle, pour rendre service, on va dire, à la jeunesse africaine. Donc, on est là pour partager nos expériences, orienter, guider, conseiller la jeunesse africaine. Comme ça, elles vont retrouver leur repère, comme son fondateur aime bien le dire, Douglas Mbiandou. Et voilà, ça va les inspirer à rejoindre, en tout cas, les technologies ou bien les métiers du numérique. Donc, pour parler un tout petit peu de Youcouté, donc qui est une entreprise qui a été toute nouvellement créée d'ailleurs, donc qui veut dire en Wolof, donc ma langue maternelle, croissance, développement, performance. Donc, c'est une entreprise de consulting, en tout cas, qui vise à accompagner les entreprises dans toutes ces choses. Donc, qui est née juste d'un constat, principalement. Donc, le constat est que, voilà, on se rend compte que dans nos entreprises, il y a des pratiques, il y a des façons de faire, il y a des cultures qui ont fait leur preuve dans le temps, mais qui nécessitent quand même des adaptations parce que le monde a bougé,
On parlait de révolution industrielle, maintenant on parle principalement de révolution digitale. Donc de nouvelles méthodes de travail existent, de nouveaux outils de travail existent, de nouvelles façons de faire existent. Et donc l'objectif de Yokoute, c'est d'abord d'accompagner les entreprises dans ces choses-là, comme ça bien les accompagner, les aider à adopter ou bien à embrasser, on va dire, ce changement de paradigme qui est un changement quand même assez brutal, je pourrais même dire. Et voilà, d'accompagner aussi tout individu ou étudiant même, voilà, qui souhaiterait se développer dans ce domaine. Donc, de manière assez sommaire, c'est ça. Donc, aujourd'hui, on va parler de l'agilité. Le thème principal, c'est les artefacts de Scrum dans la gestion de produits. Et on va l'animer avec le grand frère de la Côte d'Ivoire, que j'aime bien taquiner en disant moitié sénégalais, donc Oumar Bamba, coach transformation digitale à Sonatel. Bonsoir, Oumar. Bonsoir Suleiman. En tout cas, merci de m'avoir invité. En tout cas, je suis très ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Et je remercie en tout cas 10 000 Kouda de m'avoir invité et à animer avec Suleiman ce thème qui est si cher. L'objectif aujourd'hui, ça sera vraiment de partager et aussi casser un peu les idées reçues, notamment sur l'agilité. Voilà. Moi, très rapidement, je suis Oumar Bamba, je suis coach transformation au sein de Sonatel au Sénégal. Donc voilà, c'est tout ce que je peux dire pour ma présentation, Suleiman. C'est parfait. Donc, je pense que sans plus tarder, on peut s'attaquer au cœur du sujet. Donc, le sujet qui se nomme d'ailleurs « Comprendre les artefacts de Scrum dans la gestion de produits ». Mais avant d'aller dans le fond, ce serait bien peut-être de définir rapidement Scrum, de dire qu'est-ce que c'est que Scrum pour les gens qui nous suivent. Voilà, merci beaucoup Suleiman. Avant d'aborder même Scrum, qui est un framework de la grosse brique agile, je vais peut-être déjà commencer par une définition assez sommaire de l'agilité, parce que c'est très important. Je pense que la définition, en tout cas, ce qu'il faudra retenir, c'est que l'agilité, si on le met dans le contexte aujourd'hui de la gestion de produits, comment dirais-je, c'est une gestion de projet qui met le client au centre et qui est basée sur 4 valeurs. Ça c'est important. Je tenais quand même à revenir sur ce point-là avant de rentrer dans Scrum en lui-même. Quand on parle des valeurs, on a 4 principales valeurs. Donc aujourd'hui, notre webinaire va tourner autour d'une valeur qui est très, très importante, qui est la deuxième valeur où on parle des logiciels qui sont opérationnels plus qu'une documentation exhaustive. Voilà, c'était juste la petite parenthèse par rapport à l'agilité. Maintenant, revenons à notre sujet. Qu'est-ce que c'est que Scrum finalement en fait? J'ai tendance à dire souvent, les gens me disent oui, c'est une méthode. Bon, pour nous qui sommes les puristes, on ne dira pas que c'est une méthode en gros. C'est vraiment un cadre de travail. Et ça, j'insiste dessus, parce que dès que ça devient une méthode, ça devient très borné et du coup, souvent, c'est très compliqué de sortir de ça. Donc, en résumé, Scrum, c'est vraiment un cadre de travail qui permet de répondre à des problématiques souvent très complexes en livrant régulièrement des incréments à très forte valeur ajoutée pour le client. Tout l'esprit de Scrum et de l'agilité est centré client. Voilà. Et du coup, Scrum est basé sur 3 piliers. Les piliers, on va dire, fondateurs de Scrum, c'est la transparence, l'inspection et l'adaptation. Également, sur ces piliers-là, on a 5 valeurs. Et c'est très important ces valeurs parce que Scrum, comme on le dit, c'est un cadre de travail qui est très normé. Donc, les 5 valeurs, nous avons, je vais les citer en pêle-mêle, hein, le courage, le respect, être focus, l'engagement et surtout l'ouverture. OK? Et du coup, au-delà de ces principes et de ces valeurs et tout, on a 3 rôles essentiellement dans Scrum. On a le rôle du PO, ce qu'on appelle le Product Owner. En gros, c'est un peu le représentant métier. On a le Scrum Master qui est finalement le facilitateur de l'équipe et on a ce qu'on appelle l'équipe de développement. Okay? Et à tout cela, on va raccrocher ce qu'on appelle des événements, des events. Donc, Scrum est cadencé par un ensemble d'événements, ce qu'on appelle, on a essentiellement 5 grands événements. On a le sprint. J'aurai peut-être l'occasion de rentrer plus dans le détail de chaque événement qui sera cité, si le modérateur me le permet. On a le sprint,
On a le sprint, c'est l'intervalle de temps pendant laquelle les développeurs vont développer le produit. On a le sprint planning, c'est une période de planification, justement, du sprint. On a le daily scrum, c'est vraiment l'événement qui permet d'inspecter, en gros, c'est l'événement de coordination entre les équipes de développement. On a le sprint review, communément appelé démo. En tout cas, c'est l'événement qui permet au fait de démontrer le travail de l'équipe qui a été réalisé pendant un sprint. Et pour finir, on a le sprint review, communément appelé la rétrospective, qui permet d'inspecter et qui permet de rentrer dans une boucle d'amélioration continue. Et tout ça, c'est aussi borné par ce qu'on appelle des artefacts. On a 3 artefacts qu'on appelle le product backlog, le sprint backlog et les incréments. Voilà pour cette petite définition, Suleiman. Merci, c'est très clair. Je pense que tu as abordé tous les points de Scrum, à savoir tout ce qui est event, à savoir tout ce qui est rôle et artefact. Et l'autre chose à retenir aussi, qui est quand même une définition et je dirais un élément de taille qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, Scrum, ça aide à travailler ou bien gérer les produits dans un environnement complexe. Je pense que c'est là que tout le sens de l'agilité de Scrum prend son sens. Et désolé pour la répétition. Donc, dans un environnement complexe, parce que dans un environnement complexe, en fait, il y a beaucoup d'inconnus. Donc, planifier, prévoir des choses dans un futur très éloigné, ça devient compliqué parce que c'est du complexe, il y a plus d'inconnus même que de connus. Donc, du coup, il faut avoir un modèle qui est d'abord simple, qui nous permet d'avancer, qui nous permet d'observer comment ça se passe, qui nous permet de nous ajuster. D'où les 3 piliers qu'il a partagés tout à l'heure là. Donc, le pilier de la transparence qui permet que tout soit visible, que tout soit compris de tous, ceux qui font le job et ceux pour qui le job est destiné. Et après, inspecter sur cette transparence-là pour que l'inspection, c'est un peu pour identifier les risques, identifier tout ce qui permet au produit, au projet de ne pas bien marcher et après, donc, de s'adapter. Et donc, c'est là toute l'agilité. Merci beaucoup, Omar, pour cette définition très claire. Et donc, Merci. Là, tu as parlé de quelque chose d'important qui est artefact. Qu'est-ce que cela veut dire, artefact, Omar? Du coup, on va commencer par quoi? Parce que le terme déjà littéraire artefact, je ne sais pas si tout le monde a la même compréhension. Voilà. Donc déjà, si je prends la définition, on va dire très littéraire de ce mot-là, il désigne un produit qui a subi une transformation par l'homme. Ça, c'est la définition littéraire. Maintenant, au-delà de cette définition-là, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Parce que voilà, donc au-delà de ce mot-là, qu'est-ce que ça veut dire dans Scrum? Donc, les artefacts Scrum, en fait, sont basés sur un ensemble de valeurs, de principes, de pratiques, et en gros, qui fournissent même la base même de la philosophie agile, concrètement parlant. Et l'objectif même des artefacts Scrum, ça permet vraiment de maximiser, et j'ai bien aimé tout à l'heure ton intervention quand tu parlais de transparence, ça permet vraiment de maximiser la transparence des informations clés. Et ça, c'est très, très important parce qu'on aura peut-être l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Il y a énormément d'idées reçues, notamment sur la transparence, sur la gestion du projet en agile. Donc, le mot à retenir, c'est vraiment tous ces artefacts permettent finalement de maximiser la transparence de l'information clé. Et ça, c'est très important. Et dans ces artefacts, nous avons essentiellement 3 artefacts que j'avais cités tout à l'heure. On a le product backlog, on a le sprint backlog et on a l'incrément. Chaque artefact a un engagement. OK? Chaque artefact a un engagement. Donc, vous verrez dans toute la philosophie Agile Scrum, rien n'est fait au hasard en gros. Chaque chose qui est faite a un sens. Et ça, c'est très important à retenir. Pour le product backlog, l'objectif du product backlog, l'engagement du product backlog, c'est d'avoir l'objectif du produit. Quel est finalement l'objectif de notre produit? Le sprint backlog, son objectif, c'est l'objectif du sprint. Pardon, son engagement, c'est l'objectif du sprint. Pourquoi est-ce qu'on fait ce sprint? Et le dernier qui, pour moi, est l'élément le plus important qui résume même toute la philosophie de l'agilité, c'est l'incrément. Et cet incrément, son engagement est pris par la definition of done. En gros, c'est cette notion de terminer. Voilà, Suleiman. C'est très clair, Omar. C'est très clair. Donc, ce que je comprends d'abord, principalement des artefacts, c'est que ça permet de maximiser la transparence. Ça aussi, c'est important. Et tu as bien fait en disant, en fait, que le corps même de Scrum, ça permet
en fait, de naviguer dans un environnement qui est complexe. Donc, l'artefact, on le disait tout à l'heure, les 3 piliers, transparence, inspection, adaptation. L'artefact est un des moteurs de Scrum qui permet que cette transparence voit jour. Et ça se reflète principalement par les 3 qui existent. Donc, il en a parlé sommairement. Product Backlog, Sprint Backlog et Incrément. Maintenant, donc, Oumar, on va aller dans les détails de chaque. On va aller dans les détails de chaque. Commençons par le Product Backlog, comme on l'a au tout début là dans le schéma de Scrum.org. Donc, qu'est-ce que c'est que le Product Backlog? C'est quoi son utilité? Voilà, de manière générale, c'est quoi son utilité? Ok, déjà merci. Comme je disais tout à l'heure, peut-être qu'on va casser un peu les idées reçues là, parce qu'aujourd'hui, la plupart des attaques, en tout cas à l'encontre de cette démarche agilité, Scrum, c'est que comme tu disais, on est passé d'une, on va dire, d'une gestion de projet, on va dire, traditionnelle à une gestion de projet beaucoup plus agile. Et du coup, la première chose qui ressort souvent, c'est en agile, il n'y a pas de documentation, en gros. Vous faites tout en freestyle, il n'y a pas de documentation. Alors que c'est vraiment des idées reçues. Il y a de la documentation, mais peut-être que ce n'est pas formalisé comme certains voudraient l'entendre ou le comprendre, en gros. Avant de revenir sur cette définition-là, Suleiman, permets-moi juste de faire, bon, pas une digression, mais de revenir un peu en arrière, notamment l'historique même. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on parle d'agilité? C'est qu'avant, dans la gestion des projets, on va dire traditionnels et classiques, qu'on appelait finalement cycle en V, ou en tout cas pour les plus anciens et plus vieux comme nous, qui avons connu ce mode de gestion de projet-là, il faut savoir qu'on passait énormément à faire de la rédaction, à écrire. Et finalement, en fait, on passait tellement de temps à écrire que quand le projet finissait, on n'avait aucune assurance que le produit qui avait été documenté il y a 6 mois, il y a 1 an, reflétait la réalité. Par contre, la documentation, on avait un pagaille. Mais malheureusement, cette documentation-là ne reflétait pas malheureusement le produit qui a été fourni, au fait. Donc, quand on va parler de documentation, notamment de documentation en agilité, déjà, je tenais déjà à casser ça. Il y a de la documentation en agilité. Il y a de la documentation. Simplement, l'agilité dit, c'est pourquoi je reviens sur la deuxième valeur qui est très essentielle, qui est d'ailleurs la seule valeur, on va dire, technique. Dans les quatre valeurs, on a juste une valeur, on va dire, entre guillemets, qui est technique, une application qui marche, plus qu'une documentation pléthorique. Ça, c'est très important. Et donc, pour revenir à cette définition de Product Backlog, simplement, ce qu'il faut retenir, c'est une liste ordonnée de fonctionnalités, surtout priorisées, qui permet, au fait, de créer mon produit. En gros, c'est pas ma checklist, c'est en tout cas un ensemble de fonctionnalités qui me permettra, en fait, d'atteindre le produit. Donc, il permet finalement de mettre en exergue tout ce que je dois faire pour pouvoir atteindre l'objectif de la création de ce produit-là. Voilà ce que je peux dire pour cette définition-là. Très clair, intéressant de comprendre déjà le contexte, parce qu'effectivement, l'agilité, c'est un changement, donc c'est bien de comprendre d'où est-ce que ça vient, de l'historique, on va dire, cycle en V, une pléthore de documentation qui existe, qui peut être utile comme peut ne pas être utile, des documents qu'on consomme ou qu'on ne consommerait pas. Donc, la question de la valeur se pose. Est-ce que la documentation qu'on produit, est-ce que ça crée de la valeur à leur destinataire? C'est une question. Et donc, voilà, on comprend que donc, le Product Backlog, c'est la liste des fonctionnalités à développer. Il y a une question que, donc, du coup, j'ai envie de te poser, Oumar, là. Donc, aussi en cycle en V, je me rappelle effectivement, on a la liste des requirements quelque part, la liste des fonctionnalités à développer quelque part. Y a-t-il une différence réelle entre un cahier des charges, comme on aimait communément l'appeler, ou bien y a-t-il une différence entre le cahier des charges, qu'on connaît bien, et le Product Backlog? Il y a une différence, on va dire, pour nous les puristes. Mais généralement, pour faire passer ce langage-là, pour faire passer souvent la pilule de l'agilité, on dira il n'y a pas de différence, mais on le rédige dans un autre formalisme. En fait, pourquoi est-ce que j'ai pris cet exemple tout à l'heure du cycle en V? Parce que c'est très important. Parce que dans la démarche cycle en V, au fait, comme on le dit, au fait, c'est vraiment, on travaillait par silo. Donc, c'est un groupe qui se réunissait, qui essayait d'imaginer quelque chose, qui écrivait.
pendant des jours, pendant des semaines. Et quand il finissait, ça passait en validation. Donc, l'expression de besoin, si on veut refaire complètement le cycle, c'est l'expression de besoin qui était écrite, documentée, et ainsi de suite. Ensuite, qui passait aux spécifications fonctionnelles, où on écrivait de façon très fonctionnelle, qui redescendait aux spécifications techniques, ainsi de suite, ainsi de suite. Aujourd'hui, on va dire le backlog produit va regrouper tout ça. Merci pour le partage, c'est très important. Aujourd'hui, le backlog produit va regrouper tout ça. En gros, ce qu'il faudra comprendre de l'agilité, c'est que c'est des mini-cycles en V que je fais pour pouvoir réaliser mon produit. L'avantage de travailler ainsi, c'est que j'ai tous les acteurs qui sont présents, qui sont autour de la table. Donc, ça, c'est très, très important. Et la création du backlog produit, on va pas, peut-être ça sera l'occasion de notre webinaire. En gros, ça part d'un besoin, ça part d'un constat. Et ce backlog produit-là ne se crée pas, on va dire, sur un claquement de doigts. Ça, on passe par plusieurs phases. On a la phase de design thinking qui est très importante pour comprendre qu'est-ce qu'on va faire du produit, qu'est-ce que le produit va apporter, qu'est-ce que vraiment challenger. Et ensuite, le backlog produit n'est que la partie visible de l'iceberg. Le rôle du PO finalement, c'est vraiment de travailler à mieux comprendre le besoin. Et là, ce n'est pas forcément l'objet, mais quand on rentre dans la planification, le sprint planning, quand on fait le sprint planning, on voit vraiment l'interaction qu'il y a entre le PO, les équipes de développement. Ce n'est pas en sens unique, mais c'est une construction de façon très, très collective. Donc, pour revenir à ta question et résumer tout ce que j'ai dit là, en gros, notre backlog produit, on va dire, c'est un agrément ou un concentré de toutes ces différentes documentations qui existaient avant, notamment le cahier des charges, la conception, ainsi de suite. C'est tout ça qui va se retrouver dans notre backlog produit qui permettra finalement aux développeurs de donner du sens à ce qu'ils font pour pouvoir mieux le faire. Ça, c'est très important. Voilà, Suleiman. Effectivement, c'est très important. Merci beaucoup. Je vous rappelle qu'Oumar, c'est un coach en transformation digitale. Donc, quand on dit coach, ce n'est pas pour rien. Il sait les termes qu'il utilise. J'ai bien aimé tout à l'heure quand il a dit on ne dit pas cahier des charges, mais pour faire passer la chose, on utilise cahier des charges. Ça, c'est toujours dans la posture de coach parce qu'on est dans une dynamique de changement. Donc, il faut tout le temps avoir en tête les freins que tu peux te créer à ta mission. Donc, ça ne sert à rien de se créer des freins, des gens qui sont allés sur cahier des charges. Pas besoin de créer, je veux dire, des freins à tout l'entame de ta mission. Donc, voilà, ça, c'est des astuces qu'on appelle les adapters, something like this. Donc, merci beaucoup pour ce rappel. Si je peux rajouter quelque chose. Et très rapidement, je fais un coucou à un ami commun qui disait, que quand elle... Bon, seulement, ne te mets pas à rigoler, hein, parce que c'est que dès que je dirais ça, tu risques d'éclater des rires. Quand un chaton devient un chat, ça, on appelle ça un changement. Mais quand un chat devient un lion, ça, c'est une transformation. Justement, ce petit message pour aussi développer l'empathie qu'il y a en nous. Certes, ceux qui sont connectés aujourd'hui, peut-être ont cette fibre d'agilité, mais ce qu'il faudra comprendre, c'est que souvent, ce n'est pas que les gens ne veulent pas faire de l'agilité. Tout changement fait peur, finalement, en fait. Donc, les gens ont peur du changement. Ils ont peur de l'inconnu. Et dès qu'on parle de changement, chacun commence à se braquer. Et quand on parle encore de transformation, là, on perd tout le monde. Voilà. C'était juste une petite parenthèse. Effectivement. Et voilà. Et ton ami là, d'ailleurs, il est très, comment ça s'appelle, inspiré parce qu'il y a un gourou de l'agilité, d'ailleurs, un certain Michael Saota qui a écrit un e-book, un livre sur cela, et il assimilait un peu la transformation comme une chenille qui devient un papillon. Parce que les différentes phases, ça, c'est de la vraie transformation. C'est une transformation radicale, en fait. Donc, pour revenir donc sur le product backlog, il a bien expliqué maintenant c'est quoi l'utilité par rapport au cahier des charges. Donc, on comprend que le cahier des charges, c'est plus de la documentation, donc c'est des paragraphes, c'est des grands 1, grand 2, etc. Mais comme il le disait tantôt à l'entame, donc l'agilité, c'est principalement plus orienté getting things done, c'est-à-dire réaliser les choses, donc du pragmatisme, faire les choses, créer les produits, pas forcément dans la documentation. C'est bien, on documente ce qui est nécessaire, on documente ce que les gens ont besoin d'historiser, on va dire, mais on ne fait pas de la documentation pour de la documentation, comme on avait l'habitude de le faire avant. Donc ça, c'est quelque chose de taille. Donc le product backlog, c'est quelque chose de plus simple avec la liste des requirements. Donc tout ce qu'il y a à réaliser sur le produit, on les met de manière claire. Et il a dit qu'aussi, c'est quelque chose qui doit être transparent. Donc effectivement, pour que tous ceux qui travaillent sur le
produit ou bien ceux pour qui le produit est destiné avoir la visibilité nécessaire de qu'est-ce qui est en train d'être fait, surtout qu'est-ce qui doit être fait sur le produit. Donc, c'est la source de vérité sur le produit. Et quelque chose aussi qui est assez intéressant qu'on pourrait souligner, c'est que le Product Backlog, c'est un artefact qui est dynamique, à la différence du cahier des charges. Parce que le cahier des charges, une fois que c'est validé, on le sait tous comment ça se passait avant dans le waterfall, c'est validé, même changer une virgule, ça devient compliqué. Donc voilà, il y a toute une procédure, processus, et voilà, ça peut impacter beaucoup de choses. Au moment où l'agilité, ça favorise l'adaptabilité, c'est-à-dire on peut découvrir en cours de création du produit des fonctionnalités qui peuvent être de très grande valeur et qui peuvent apporter un retour sur investissement conséquent. Donc pourquoi ne pas rester flexible? Pourquoi ne pas échanger cela avec quelque chose d'autre qui était dans le backlog? Pourquoi? Donc le backlog, c'est dynamique, donc ça bouge au jour le jour, après chaque sprint, avant même chaque sprint, etc. etc. C'est pourquoi c'est important, là, seulement si je peux me permettre, c'est vraiment important comme je disais en entame de mes propos, l'agilité, ce n'est pas une méthode en gros, c'est vraiment une question de mindset. Parce qu'aujourd'hui, dès qu'on dit agilité, les gens se disent outil. Ce n'est pas une question d'outil, c'est avant tout un état d'esprit. Et c'est très important ce que tu disais là. La quatrième valeur de l'agilité, c'est l'acceptation du changement. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faudra changer, en tout cas dans la tête de beaucoup de personnes, parce que aujourd'hui, les vérités d'aujourd'hui ne sont pas forcément celles des démons, en fait. On a un monde qui bouge énormément. Juste pour la petite anecdote, il y a un an, on s'était tous retrouvés en télétravail. Mais on revenait 1 an et demi en arrière. Et il était impensable aujourd'hui de dire, OK, surtout dans l'environnement, on va dire, africain, de dire on va en télétravail. Parce qu'il y a un manque de confiance, il y a pas mal de choses. Comme on le dit en agilité, soit tu te transformes, soit tu subis la transformation. Ouais. Effectivement. Merci pour ce partage. Et avant de passer au prochain artefact, j'aimerais quand même te poser une question sur ton expérience à Sonatel principalement. C'est-à-dire, on parle de backlog là, ça reste de la théorie, etc. Mais c'est bien de contextualiser principalement pour notre auditoire et la jeunesse d'ailleurs. Le backlog, ça se matérialise comment? Vous le gérez comment? Comment ça se passe de ton expérience? Si tu peux partager un peu sur ça. OK. J'ai eu plusieurs expériences parce que déjà, avant d'être coach, j'ai été d'abord, mon premier contact avec l'agilité, c'était product owner. Et c'est vraiment un métier que j'ai bien aimé et j'ai adoré d'ailleurs, parce qu'on matérialisait les choses. Moi qui suis un peu qui est connu, on va dire, l'ancien monde, l'ancien monde, en guillemets, hein, qui est le cycle en V, je rédigeais beaucoup. Quand je dis beaucoup, c'est vraiment beaucoup. Je rédigeais de la documentation de 300 pages, 400 pages et tout ça pour finalement finir à la poubelle. En fait, ce que l'agilité apporte quand on parle même de rédaction, c'est que le processus, ce que j'aime bien, c'est vraiment le processus de design thinking, d'itération. Donc, on a les 5 phases de design thinking qu'il faut respecter. Mais ce qui est important et ce qu'il faut matérialiser vraiment dans la tête, c'est la construction du produit. C'est donner du sens. Pourquoi je dois faire ce produit? Il doit répondre à quel besoin? Et toute la construction du produit, elle est faite autour du client. Ça, c'est très, très important. C'est qu'on n'a pas de vérité absolue. Et il y a quelqu'un même qui disait, il disait que si vous êtes fier lors du lancement de votre produit, c'est que vous avez lancé votre produit trop tard. OK? Et donc, du coup, cette création-là, on passe par différentes phases. Donc, déjà, c'est la phase de design thinking. La phase de design thinking, pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, c'est vraiment une phase d'idéation et de construction du produit, OK, autour d'une problématique bien définie, donner du sens. Donc, on va travailler là pour faire ressortir l'essence. Qu'est-ce qu'on veut réaliser? Et ensuite, dans le backlog produit, on va le faire par item. En gros, c'est des blocs. Donc, pour être un peu plus factuel, je vais prendre un exemple qui va peut-être vous parler. Demain, je vais créer, par exemple, un site de e-commerce, par exemple. Du coup, je vais analyser, je vais faire mes phases de design thinking, je vais identifier des gros blocs. Donc, par exemple, c'est le profil utilisateur, la gestion des produits, la gestion des paiements, ainsi de suite. Et dans chaque gros item, je vais encore le redétailler. Je vais le redétailler pour avoir vraiment l'élément
le plus fin possible. Parce que plus l'élément est fin, mieux c'est. Et aussi, dans la rédaction, cette rédaction est normalisée, on va dire, d'une façon très simple. C'est-à-dire, en rédigeant une user story, on dit en tant que à qui est destinée cette user story. C'est là où l'agilité prend tout son sens, le fait de mettre l'humain au centre, en fait, le collaborateur au centre, le client au centre. À qui est destinée cette fonctionnalité? En tant que client, en tant que fournisseur, en tant que Suleiman, en tant que Oumar, qu'est-ce que tu veux? Je veux ou je souhaite mettre en place, ainsi de suite, et pourquoi? Donc ça, c'est très important. Pour qui, quoi, et donner du sens. Donc ça, c'est vraiment la rédaction, on va dire, standard d'une user story et qui permet, au fait, de donner plus de clarté aux développeurs d'ailleurs et qui permet d'avoir une compréhension assez claire de cette user story-là. Donc, c'est vraiment une phrase avec à qui est destiné le produit, à la fonctionnalité, pardon, qu'est-ce qu'on va livrer et finalement, quel est le but, quel est l'objectif. Donner vraiment du sens. Vraiment, c'est comme ça qu'on le construit. Et tout ça, c'est géré dans un outil. On a plusieurs outils de gestion. Hein. Aujourd'hui, le plus connu, c'est Jira, mais il y a d'autres outils qui sont sur le marché. Excellent, Omar. Donc, déjà, j'ai rigolé un tout petit peu tout à l'heure quand tu as dit que dans ta précédente expérience, tu étais product owner, maintenant tu es coach. Moi, c'est le contraire. Donc, j'étais coach et maintenant je suis product owner. En fait, dans le cadre toujours de Yokoute que je disais tout à l'heure, donc aujourd'hui, on fournit un peu nos prestations à une entreprise canadienne, donc dans le développement, dans leur transformation digitale, parce que c'est le Covid en tout cas qui leur a permis, une entreprise qui est principalement dans l'événementiel. Donc avec le Covid, ils ont shifté pour être dans du full digital. Mais c'est là effectivement que tu vois l'importance effectivement de l'agilité. Donc le product owner, donc qui est garant en tout cas de ce qu'on appelle la vision du produit. Donc je te rejoins quand tu disais tout à l'heure, donner du sens. Donc les objectifs business derrière ce produit-là, pourquoi on fait le produit. Donc un product owner, c'est quelqu'un qui est capable de comprendre l'enjeu business derrière tout cela pour pouvoir le refléter après en fonctionnalité. Parce que dans l'agilité, en fait, on n'est pas dans la dans du feature delivery, c'est-à-dire sortir juste des fonctionnalités comme ça. Non, on sort les fonctionnalités qui rapportent de la valeur du CA, du business, un retour sur investissement pour qu'on le voit de manière concrète et qu'on continue de développer comme ça. Donc, effectivement, tout ce que tu dis, c'est très intéressant. Et quelque chose que j'aimerais rajouter. Oui, vas-y. Oui, vas-y. Aussi, pour appuyer ce que tu disais, c'est qu'aujourd'hui, peut-être que ça sera l'objet de notre webinaire. Aujourd'hui, au fait, le PO, souvent les gens pensent que le PO, son rôle, c'est d'écrire des user stories. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut enlever au fait de la tête. La user story, finalement, en fait, j'aime bien l'image de l'iceberg. En gros, c'est la partie visible de l'iceberg. Et comme tu le disais, en fait, un product owner, c'est quelqu'un qui doit avoir une vision, qui doit parler business, qui doit parler client, qui doit parler retour sur investissement. Parce que finalement, faire un produit, il faut que ça doit résoudre un problème et il faut avoir aussi l'objectif business en tête. Et ça, c'est très important. Le product owner n'est pas là juste pour écrire des stories. Il est là pour définir une stratégie, une vision, justement pour pouvoir atteindre les objectifs de l'entreprise. Oui, une petite digression sur le rôle du product owner, oui. Mais on ne peut pas s'en empêcher parce que product owner, il manage le product backlog, donc c'est intimement lié, donc c'était naturel. Donc le dernier commentaire que j'aimerais rajouter sur ton intervention de tout à l'heure, c'est les pratiques complémentaires à Scrum que tu as rajouté, c'est-à-dire la façon dont on définit par exemple les user stories, qui n'est pas forcément définie par Scrum, mais effectivement c'est des pratiques complémentaires, principalement celui-là, je pense, tiré de XP, mais qui est utile parce que ça permet de mettre en avant et en exergue cette transparence dont on parlait au début, de sorte que le why de ce produit, c'est-à-dire l'objectif business qui est derrière, le who de celui qui doit recevoir cette valeur-là, donc est dans la user story, et comment on fait la user story. Donc, effectivement, c'est des pratiques intéressantes dans l'agilité, donc effectivement qu'on pourrait aborder dans d'autres circonstances. Maintenant, on a fait une trentaine de minutes sur Product Backlog, et c'est super intéressant. Je pense que voilà, on peut en parler pendant 1 heure. Maintenant, il est temps de passer au prochain artefact, qui est le Sprint Backlog. Qu'est-ce que ça veut dire, Sprint Backlog? Bon, finalement, on ne va pas trop s'éloigner. Je pense qu'on va continuer la discussion parce que on va dire c'est une continuité. Ce qu'il faut comprendre, le product backlog, en gros, c'est l'ensemble des fonctionnalités
qu'il faudra justement pour pouvoir réaliser le produit final. Et dans ce dans ce product backlog-là, en gros, comme je disais tout à l'heure, on a des événements. Et l'un des événements du Scrum, c'est le sprint. Le sprint, en gros, c'est une période pendant laquelle les équipes vont développer pour pouvoir produire un incrément. On reviendra plus tard. OK? Et donc, le sprint backlog, finalement, en gros, c'est l'engagement que l'équipe prend pour pouvoir réaliser un ensemble de fonctionnalités sur une période bien définie. Donc, pour schématiser un peu, j'ai le product backlog. En gros, c'est comme un grand panier avec plein de fonctionnalités. Et à chaque démarrage de sprint, je vais piocher quelques fonctionnalités justement pour lancer. Et comme je disais tout à l'heure, on a dans chaque artefact, il y a un engagement. Donc, l'engagement du sprint backlog, c'est vraiment l'objectif du sprint. Pourquoi je fais le sprint? Si depuis l'entame de ce webinaire, Suleiman et moi, vous entendez très souvent le sens, donner du sens. Pourquoi? C'est très important ce why-là parce que quand on ne sait pas pourquoi on fait quelque chose, soit on ne le fait pas bien ou on le fait mal complètement. Okay? Donc, le sprint backlog, la définition, on va dire, très traditionnelle ou classique du sprint backlog, en gros, c'est l'ensemble des fonctionnalités que je vais réaliser durant un sprint. Excellent. Always start with why, disait Simon Sinek. Toujours commencer par le pourquoi, toujours donner du sens. C'est ça qui permet de toucher ta cible, c'est ça qui permet d'embarquer les gens qui travaillent avec toi. Effectivement, il faut continuer à donner du sens. Excellent ce que tu dis sur le sprint backlog. Donc, effectivement, c'est un artefact qui est toujours dans la continuité de la transparence, en fait, donc qui affiche de manière transparente là où on en est sur le développement du produit. Donc, quelque chose qui peut permettre de comprendre un peu le séquencement d'ailleurs même des différents artefacts. Donc, le premier, c'est tout ce qu'il y a à faire. Le second, sprint backlog, c'est ce qu'on est en train de faire. Et le dernier, on va y arriver, c'est ce qui a déjà été fait. Donc, Oumar va peut-être venir dans ces détails, mais toujours dans ces soucis de transparence, en fait, donc le sprint backlog, donc ça affiche l'ensemble des demandes qu'on est en train de traiter durant un sprint donné, et ça donne de la visibilité. Donc, les parties prenantes ou tous ceux qui ont un intérêt sur le produit vont voir et consulter de manière très visible, quelque part via un outil ou bien de manière physique. Il n'y a pas de contrainte dans cela. Donc, ils vont voir de manière assez transparente, en fait, ce que l'équipe est en train de réaliser. Et voilà, aussi, ça reste aussi dynamique, comme on le disait tout à l'heure. Donc, on reste open au changement, on s'adapte durant le sprint. D'ailleurs, là, on ne parle pas des événements, mais c'est dans les daily scrum, c'est-à-dire tous les jours, on fait des réunions. L'objectif de ces daily scrum, c'est d'abord d'aligner le plan de travail de l'équipe de développement, mais d'updater à la fin, donc le plan de travail qui est le sprint backlog. Donc, de sorte que de manière transparente, les gens savent sur quoi on travaille et ils connaissent un peu l'évolution du produit. Mais c'est excellent jusque-là, Oumar, c'est très clair. Je me rassure, jusque-là. Oui, c'est excellent. Je te demanderai la même question que tout à l'heure dans ton contexte oriental. C'est toujours bien de contextualiser, surtout pour le contexte africain. On s'adresse à une jeunesse africaine. C'est bien qu'ils sachent un tout petit peu comment on met en place un sprint backlog, avec quoi, quel outil, comment, voilà, tous les détails de ton expérience, que ça soit à Sonatel actuellement, que ça soit dans tes précédentes expériences, ça peut toujours être utile pour la jeunesse africaine. OK. Sur la partie, sur cette notion-là de sprint backlog, comme je le disais tout à l'heure, le sprint backlog, en gros, il sera défini lors du sprint planning. Lors du sprint planning, en gros, pour schématiser un peu, pour que tout le monde puisse voir ou matérialiser ce que je suis en train de dire. En gros, le product owner, il viendra avec une liste de fonctionnalités priorisées. Et j'insiste sur les thèmes priorisés parce que, comme je le disais tout à l'heure, il aura dans sa liste de fonctionnalités, il va avoir plusieurs fonctionnalités. Okay? Donc, son objectif, ça sera de définir d'abord quel est l'objectif du sprint. On prendra l'ensemble de fonctionnalités qu'il y a pour pouvoir atteindre cet objectif du sprint-là. Et ensuite, on va s'engager. Maintenant, comment ça se passe cette cérémonie-là? Déjà, on a une autre cérémonie dont on n'a pas parlé, mais qui n'est pas forcément matérialisée dans le Scrum Guide. Bon, si qui est matérialisée, mais qui n'est pas considérée comme une cérémonie. Suleiman, tu m'arrêtes, hein? C'est le backlog grooming. En gros, le backlog grooming, avant d'y arriver à l'estimation de notre user story, le backlog grooming permet vraiment
on va dire, de donner plus de compréhension à chaque user story et à anticiper l'estimation. Donc, aujourd'hui, on a plusieurs façons d'estimer. Moi, en tout cas, l'expérience côté Sonatel, on est plutôt dans l'estimation selon Fibonacci. En gros, c'est 1, 3, ainsi de suite. OK? Et donc, chaque fonctionnalité, le PO, lors de cette cérémonie-là, va prendre chaque fonctionnalité, va décrire cette fonctionnalité-là et va s'assurer que l'équipe comprend vraiment cette fonctionnalité. Parce qu'une fois que l'équipe s'engage, parce que l'équipe doit s'engager, et pour s'engager, il faut comprendre quelle est cette fonctionnalité. Il faut comprendre les tenants et aboutissants. Il faut donner du sens à cette fonctionnalité. Une fois que ça c'est fait, l'équipe va estimer. Et cette estimation-là, c'est vraiment quelque chose qui est propre à l'équipe. Ça, j'insiste beaucoup parce que s'il y a des managers autour de ce webinaire-là, parce que souvent les managers, à la recherche des KPI, vont aller s'agripper à ce KPI-là, qui pour moi n'est pas très significatif et qui est vraiment dédié à l'évolution de l'équipe. Voilà. Et du coup, l'équipe va estimer, c'est vraiment quelque chose de très, très relatif, cette estimation-là. C'est l'équipe qui décide de dire, cette fonctionnalité-là, je donne 3, je donne 4, je donne 5, et on donnera ça à une autre équipe, probablement ça va changer. Et je suis presque sûr que ça changera. Okay? Donc, l'équipe va faire cette estimation-là. Et ensuite, en fonction de l'objectif qui est fixé, en fonction de la capacité à faire de l'équipe, parce que si l'équipe a une capacité à faire de 10 points, ça ne sert à rien de lui mettre 20 points. Ça n'a aucun sens. Donc, on va limiter, en tout cas, ce qu'on va prendre dans notre backlog, dans notre sprint backlog, on va les limiter par rapport à notre capacité à faire. Et si notre capacité à faire est de 10, on va se contenter sur 10. Donc, on va estimer les fonctionnalités, on va les prioriser et on va choisir, en tout cas, dans l'ensemble des fonctionnalités, 10 points et qu'on va engager. Et cet engagement, il est vraiment fort parce que souvent, dans nos aspects, on va dire très cool de la gestion de projet, on a l'impression qu'en fait, il n'y a rien de maîtrisé, mais que c'est un peu du freestyle. Ça encore, ce sont des idées reçues. C'est qu'en agilité, surtout en Scrum, un engagement est très important. En fait, l'équipe s'engage à atteindre un objectif. L'équipe s'engage à réaliser les fonctionnalités qui lui ont été soumises. Maintenant, après, il peut arriver qu'on n'atteigne pas le résultat. Ça peut arriver et ça arrive très souvent. Mais ce qui est important, c'est l'engagement que l'équipe prend. Et le rôle, je vais enchaîner sur le rôle du Scrum Master. Donc, l'engagement que l'équipe prend, le Scrum Master va veiller à ce qu'il n'y ait aucun blocage, justement, pour que l'équipe puisse honorer cet engagement-là. Ça, c'est très, très important. Donc, l'expérience, finalement, côté Sonatel ou dans mes entreprises précédentes, on est vraiment sur l'estimation avec la règle du Fibonacci. Mais de plus en plus, il y a des entreprises qui s'orientent sur le non-estimé. Et ça demande quand même une certaine maturité, notamment de l'équipe, et aussi du management, parce que une équipe qui n'est pas très mature, ça va être très compliqué. Et un management qui n'a pas vraiment confiance, aujourd'hui, comme je le disais, les managers sont à la recherche de KPI, et le premier KPI qui les vient tout de suite à la tête, c'est la vélocité des équipes. Et ça, on se bat en tout cas, on essaie d'enlever cette idée reçue-là de la tête de certains managers, justement parce que ça peut poser plus de problèmes que de solutions. Voilà. Et donc, ça, à ramasser un peu ces quelques exemples que je donne, voilà, ça fait partie un peu de mes quelques expériences que j'ai eues, même au-delà de Sonatel, dans d'autres entreprises. Comme je disais avant, j'ai commencé par être product owner, puis Scrum Master et ensuite fini coach. J'ai fait tout l'inverse de Suleiman. Voilà. En tout cas, c'est intéressant tout ce que tu partages ici, là. Donc, on comprend que dans ton expérience à Sonatel, c'est plutôt les Fibonacci, story points que vous utilisez, les points de complexité principalement. Et tu as abordé beaucoup de notions assez intéressantes qui seraient peut-être l'objet de d'autres webinaires dans 2022. Inch'Allah. Avec plaisir. Exactement. Tu as parlé de multitasking, de system pull, system push, donc story point, les no estimates. Donc, il y a beaucoup de débats sur cela. Est-ce que ça a de la valeur de faire de l'estimation si ce qu'on attend, c'est réaliser un produit ou pas? Donc, les questions sont là. Voilà, toujours des choses intéressantes. Un clin d'œil au manager que je me priverai ici de Alors, donc, en termes d'outils, y a-t-il des outils spécifiques pour la gestion d'un product,
sprint backlog, des outils, ou bien on parle des fois des Scrum Board, Ouais. management visuel, ouais. Oui, comme je le disais tout à l'heure, on a Jira. Et bon, Jira peut jouer ce rôle-là et il le joue déjà très, très bien. Et il y a un point aussi qui est important, c'est la transparence. Tout à l'heure, Suleiman le disait et il insistait, à juste titre d'ailleurs, c'est que c'est important en fait d'être vraiment transparent, de montrer ce qui est en train de faire. Comme je lisais un bouquin il n'y a pas très longtemps où on parlait au fait de l'importance au fait du visuel, au fait. Le fait d'avoir quelque chose affiché, le fait de voir, ça permet de réfléchir et ça permet aussi de prendre des décisions beaucoup plus factuelles. Si je fais par exemple un daily stand-up où je n'ai pas de board devant moi, je serais très distrait au fait. Je ne comprendrai pas forcément où est-ce qu'on veut m'amener, ainsi de suite. Donc, tout ça, ça peut être matérialisé sur un board. Et donc, généralement, le board en 4 colonnes, essentiellement. On a le backlog. On a le backlog qui est le sprint backlog qui est représenté par un ensemble de user stories. On a ce que je dois faire, ce qui est en cours et terminé. Et très souvent, et je pense que c'est très important, on a aussi une colonne bloquée. Et cette colonne bloquée-là, en tout cas, ça permet au fait de, juste avec un coup d'œil, savoir qui travaille sur quoi, qui fait quoi, et est-ce qu'il y a des points de blocage justement pour que le Scrum Master puisse vraiment jouer son rôle là, pour que l'équipe puisse atteindre ses engagements et ses objectifs. Voilà, Suleiman. C'est ça, très intéressant. Donc, merci. On comprend que donc il y a le Scrum Board. Effectivement, cette transparence doit être mise en œuvre. Sinon, effectivement, même ceux qui travaillent sur le produit ne sauront pas qu'est-ce qui est en train d'être fait, effectivement. Et il y a des outils qui le mettent. Donc, Jira, c'est natif en Jira. C'est natif en Jira. Il y a Trello, donc toujours pour la gestion de backlog et de sprint backlog. Et il y a d'autres outils aussi qui existent aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup pour ce partage. Et maintenant, il nous reste une dizaine de minutes. Donc, on va parler maintenant du dernier incrément, du dernier artefact, donc qui est l'incrément produit. Qu'est-ce que c'est que l'incrément produit, Oumar? Cet incrément-là, ça, c'est l'élément le plus important d'ailleurs. C'est vraiment cet artefact Scrum-là, en fait, il résume toute la culture et la philosophie agile. C'est que l'incrément produit, c'est ce que l'équipe va réaliser à la fin de chaque sprint. Et c'est, contrairement en tout cas au cycle en V, ça c'est vraiment la puissance et la force de toute la philosophie Agile Scrum. C'est que je vais délivrer de la valeur ajoutée, je vais délivrer un incrément produit à chaque fin de sprint. Et ça, c'est très important. Et donc, du coup, durant chaque sprint, l'équipe de développement réalise un incrément produit. L'incrément produit, c'est ce que l'équipe a pu réaliser sur ce laps de temps-là. Pour que ça devienne un incrément produit, il faut évidemment que ça respecte ce qu'on appelle la definition of done. La definition of done, finalement, c'est la notion de terminé. À quel moment je dis que ma user story est terminée? Et cette definition of done, elle doit être documentée. Il faut que chacun sache, pour que cette fonctionnalité passe à terminer, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'elle soit testée, il faut qu'elle soit documentée, il faut. Donc, l'incrément produit n'a de sens ou prend tout son sens ou n'a de valeur que lorsque cette définition of done est ready. Si elle ne l'est pas, malheureusement, on n'a pas d'incrément. Voilà. Très intéressant ce que tu dis là, et totalement en phase avec toi quand tu dis que c'est un artefact qui est super important, effectivement. Et d'ailleurs, ça rappelle l'une des valeurs de l'agile. Et d'ailleurs, même tout Scrum et tout le framework est connecté aux valeurs. Sinon, effectivement, on ne parlerait pas de l'agilité. Une valeur qui dit quoi? L'objectif de Scrum, ou bien de l'agilité de manière générale, c'est de produire du logiciel qui fonctionne plutôt que de la documentation exhaustive. Au lieu d'être dans la production de documents, comme on le disait à l'entame, qui peut ne pas être pertinent des fois, parce qu'on avait l'habitude de produire pour produire, comme il le disait, Oumar. Là, on est plutôt orienté concret, pragmatique. Donc, on est là pour faire les choses. Getting things done. On est là pour réaliser les choses. Donc, l'une des façons de réaliser, c'est que la promesse à toute entreprise qui se lance dans l'agilité, c'est qu'on te promet qu'à la fin de chaque sprint, on réalise un bout de produit. Et ça, effectivement, c'est une promesse de taille. C'est-à-dire aujourd'hui, un produit qu'on avait l'habitude des produits qu'on développait d'habitude en 6 mois,
en un an ou bien en encore plusieurs mois. On te rend la promesse que si on définit un cycle d'itération qui est un sprint, qui est peut-être 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, maximum 4 semaines ou bien même moins qu'une semaine, l'essentiel c'est qu'à la fin de chaque cycle, on te produit un bout du produit qui fonctionne. Ah là, c'est un changement quand même de taille. C'est un changement de taille. Et voilà, ça permet après aux entreprises de mieux embrasser donc du coup l'agilité parce qu'ils voient le résultat. Là, ce n'est plus dans le preach, ce n'est plus dans la prêche, ce n'est plus dans l'évangélisation. Là, c'est du concret. Donc, ils voient et ils parlent. Et comme on le disait, donc, on avait le product backlog qui était la liste des choses à réaliser, le sprint backlog qui est comment ça s'appelle, l'ensemble des choses qui sont en train d'être réalisées, et donc pour terminer avec l'incrément produit, donc qui est ce qui a déjà été réalisé, donc le produit en soi. Et donc du coup, on a parlé au moins de definition of done, et c'est très intéressant. Donc, qui aussi toujours tourne autour de la transparence. Donc, on a la même compréhension de ce que veut dire fait, de sorte que si le développeur dit que le produit est terminé ou bien cette fonctionnalité est terminée, le product owner le comprend de la même façon, le manager le comprend de la même façon, le CEO de l'entreprise le comprend de la même façon, le client le comprend de la même façon, de sorte qu'il n'y a pas d'amalgame. On comprend que le produit est fini et c'est réalisé. Donc, ça aussi, c'est une notion très importante. Je pense qu'on a fait le tour des 3 artefacts, Oumar, mais on ne va pas s'en arrêter là. Et d'ailleurs, on a quelques minutes qui nous restent d'ailleurs. Je vais te poser cette question, à savoir la mise en place. Parce qu'en fait, on se rend compte que c'est bien beau d'avoir la théorie de l'agilité de Scrum, etc. Mais la mise en place dans les entreprises, on comprend parce que c'est du changement. Donc, il y a des freins, il y a des blocages. La mise en œuvre n'est pas aussi aisée que la théorie. Peux-tu nous partager un tout petit peu ton expérience sur, en tout cas, la mise en place, la mise en œuvre de ces artefacts-là dans les entreprises, ou en tout cas, si c'est quelque chose qui a été fait de manière assez aisée, lequel était le plus difficile à mettre en œuvre? Ok. Du coup, je ne prendrai pas forcément l'exemple de Sonatel parce que je suis venu trouver des coachs comme toi qui avaient déjà balisé le travail, et du coup, je n'ai fait que m'intégrer dans cette organisation-là. Mais je parlerai d'une de mes précédentes expériences justement où j'ai commencé en tant que PO. Juste pour la petite anecdote, en gros, moi j'étais chef de projet et on avait plusieurs projets à gérer. Et lors d'une discussion avec une personne, et puis moi on va dire, j'ai un passé où j'ai travaillé en tant que consultant Lean Management. Donc c'est vraiment une continuité de l'agilité. Et du coup, dans la discussion, on a commencé à parler. Je me suis rendu compte que, au fait, on parle d'agilité, mais bon, si je dis ça, souvent les puristes agilistes, ils seront pas forcément d'accord, mais je pense qu'il y a débat. Je pense que le Lean, c'est vraiment le socle même de l'agilité, pour ne pas dire que c'est vraiment quelque chose, le précurseur, en tout cas quelque chose qui était déjà là. Et du coup, l'agilité, c'est vraiment, je dirais pas une boîte, mais on a des gens qui ont été assez visionnaires justement pour s'asseoir, écrire les 4 valeurs-là et pour pouvoir développer tous ces frameworks-là. Et du coup, dans cette entreprise-là, en gros, moi, j'ai expérimenté. On a mis en place, je travaillais sur un projet en cycle en V et j'ai commencé un projet, je dirais, intégralement en agile. Déjà, le premier point important dans la mise en place de l'agilité dans une entreprise, il faut que le top management soit convaincu. Parce que souvent, l'erreur qu'on fait, c'est qu'on décide d'être agile, ou en tout cas, on décide de mettre en place de l'agilité. On dit, je fais du Scrum, je suis agile. Non. Faire de l'itération, ce n'est pas forcément être agile. Parce que souvent, l'erreur que les gens font, ils disent, ah, je suis agile. Et tu vois, je travaille en sprint, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Et la question que je pose, mais tout ce que tu fais, c'est à quel but? Si le management n'est pas convaincu, si il ne donne pas, si tu veux, la cadence, comme je le disais, en fait, l'agilité, ce n'est pas une question d'outil, c'est avant tout une question de mindset. Et dans les entreprises précédentes, comment c'est arrivé? Au fait, quand on a eu la discussion, on a présenté, il y avait pas mal de présentations, et finalement, on avait décidé à l'époque, avant de prendre une décision, on a décidé au fait de commencer à appliquer l'agile sur un petit bout. Et après, on allait itérer et on allait tirer les conclusions avant de s'engager ou pas. Mais il faut savoir que j'étais dans une entreprise aussi qui était assez jeune. Et du coup, ça favorise aussi la mise en place de l'agilité. C'est une entreprise qui n'avait pas beaucoup de vécu. Souvent, l'un des freins de l'agilité, c'est que les gens ont du vécu.
on a travaillé d'une certaine façon. On a été leader pendant plusieurs années avec notre mode de fonctionnement. Pourquoi voulez-vous qu'on se transforme? C'est la question que souvent les gens posent. Et j'ai envie de dire, on a des entreprises qui sont déjà prédisposées à faire de l'agilité de façon très naturelle, comme je le disais. Dans l'entreprise, c'était une entreprise qui était très jeune et du coup qui testait beaucoup de choses. Et du coup, dans la mise en place de ces tests, on a commencé par mettre de l'agilité sur le développement des produits, mais on ne s'est pas arrêté là. Quand on a commencé à voir les résultats, on a vu que le client qui était chaque fois là, surtout un élément qui est très important, le fait de faire des démos, le fait que le client vienne chaque fois et voit l'évolution de son produit, je pense que c'est quelque chose que quand les gens découvrent, ils disent waouh. Ils avaient l'habitude d'attendre 6 mois, 1 an pour voir les effets, mais dès 2 semaines après, ils voient quelque chose. Et ça, c'est waouh, quoi. Donc, si ceux qui souhaiteraient mettre l'agilité, en tout cas, notamment toute la partie technique, on va dire développement produit dans les entreprises, le conseil que je peux donner, c'est vraiment faire des tests sorte que vous puissiez vraiment mettre en place cette notion d'incrément là dont je parle, en fait. C'est vraiment livrer de façon très, très itérative à l'entreprise pour qu'elle puisse voir l'évolution. Et ça, c'est vraiment un vrai coup de booster. OK? Donc, il y a ça. Et aussi, un point très important pour moi, qui est même essentiel, c'est vraiment l'engagement pris par le management. Parce que souvent, on arrive dans des entreprises où les équipes sont très agiles, en tout cas dans la façon de faire. On commence à travailler, mais sauf que dans les sphères managériales, on travaille encore avec l'ancien système où il faut valider, où il n'y a pas de responsabilisation, il n'y a pas de confiance. Et tout ça, tout à l'heure, je parlais des piliers du Scrum. Et tout ça, si ce n'est pas réuni, malheureusement, en fait, c'est vraiment un échec. Voilà, ça, c'est juste quelques exemples que je peux vous partager, notamment sur la mise en place de l'agilité. Donc, en gros, il faut le faire avec des gens qui sont convaincus, qui décident d'accompagner les équipes et ne pas le faire seul. Donc là, je vais peut-être faire un POC à mon ami Solomon. Aujourd'hui, on ne se lève pas pour dire je mets de l'agilité. Prenez, il y a des personnes qui sont expérimentées, il y a des personnes qui ont du vécu, on a des entreprises qualifiées, on a des entreprises africaines, notamment la nouvelle entreprise. Je m'éviterai de prononcer le nom, hein, Solomon. Parce que ça me paraît un peu compliqué pour moi. Et nous coûter, je ne sais pas quoi. Donc, si je n'ai pas trop d'informations. Donc, il y a des entreprises qui sont là, qui pourront vraiment vous accompagner. Il y a du vécu. Et comme on le dit aussi en agilité, au fait, on est vraiment dans le mode empirisme, au fait. C'est que rien n'est, il n'y a pas de certitude, au fait. Donc, on va vraiment travailler sur l'itération parce que j'ai fait quelque chose qui a marché, je vais le reproduire, je vais échouer, je vais rebondir. Et ainsi, c'est tout ça qui fait vraiment le côté très, très intéressant de l'agilité. Donc, une entreprise qui veut se lancer, le conseil que je peux vous donner, ne vous lancez pas tout seul. Vraiment, ne vous lancez pas tout seul. Il y a des forums, il y a des communautés, il y a des entreprises qui pourront vraiment vous accompagner. Il y a des entreprises, notamment aussi pour des managers ou des chefs d'entreprise africaines, il y a des entreprises africaines qui sont sur place et qui connaissent le contexte. Et c'est très important de prendre en compte le contexte dans une démarche de transformation digitale. Voilà, Suleiman. C'est parfait, Omar, c'est très clair. Donc, déjà, te rassurer sur le premier point concernant le Lean et le Scrum et Agile. Donc, les puristes ne vont pas s'attaquer à toi. Donc, c'est effectivement très aligné. Et tout est une question, je dirais, de temps, parce que tout ça, en fait, c'est l'évolution du monde qui le fait. Donc, les gens ont besoin d'une façon de produire, de la même façon que les théories managériales de gestion des organisations ont vu le jour lors de la révolution industrielle. Tout ça a suivi, en fait. Donc, l'agilité est née, bon, avec Scrum, on parlait de 93, mais le vrai courant qui a démarré en 2001, mais le Lean, mais c'est après l'après-guerre, principalement dans les pays asiatiques, avec notamment le Japon. Mais effectivement, le cœur de l'agilité, tout en fait vient de ce fonctionnement du Lean qui priorise tout ce qui est optimisation, performance, essaie d'enlever tout ce qui est gâchis et perte de valeur. Et voilà, qui est vraiment focus sur la création de valeur. Donc, c'est totalement aligné. C'est la même phase. Et aussi, je suis en phase avec toi quand tu dis qu'une transformation ne se décrète pas, que ce soit la transformation vers le digital, agilité. On voit beaucoup d'entreprises qui se mettent dans cela. Effectivement, c'est bien d'être à la mode, de dire voilà qu'on est agile, qu'on fait du digital, etc., etc. Mais ça, c'est des décisions effectivement stratégiques, des choix stratégiques et qui sont conduites vraiment de manière, je dirais, professionnelle et maîtrisée.
donc de sorte que voilà qu'on puisse après en tirer des résultats. En tout cas, c'est très clair. Et juste pour conclure peut-être avec ça, donc moi personnellement, sur mon expérience professionnelle, ce qui a été le plus difficile en tout cas parmi ces artefacts-là, moi je dirais que c'est le product backlog, le premier, et la definition of done, le dernier. Surtout le dernier. Surtout le dernier. Et j'insiste là-dessus, surtout le dernier. Backlog, pourquoi? Parce qu'en fait, comme source d'information unique qui concerne le produit, il y en a qui y arrivent, mais des fois, on a d'autres sources qui viennent d'ailleurs. Et donc, du coup, la transparence qu'on voulait avoir, on la perd. Et donc, du coup, on a des éléments qui se rajoutent au produit qui initialement n'étaient pas visibles, transparents. Donc, les risques vont s'augmenter et donc, du coup, ça va impacter finalement le produit. Il y en a qui séparent product backlog de là où on a les bugs. Il y en a qui séparent product backlog d'autres tâches qu'on appelle les non fonctionnelles qui sont sur le produit, mais qu'ils séparent juste parce que ce n'est pas des demandes directes du client. Donc voilà, tout cela, ça crée après beaucoup de risques dans la gestion. Et comme on le disait, on est dans un environnement complexe, donc il faut que la chose soit transparente pour que après la gestion soit efficace. Et le dernier, la definition of done, celle-là, elle est très compliquée. D'ailleurs, je peux même compter du bout des doigts dans mes expériences, là où on a réussi à réaliser cela, parce que c'est difficile à mettre en place. Ou bien on la met en place, c'est pas respecté, ou bien des fois on torsionne la chose pour trouver des chemins pour y arriver, et donc du coup, tôt ou tard, après on voit les retombées, et on n'applique pas la vraie valeur que Scrum a pour les entreprises, c'est-à-dire getting things done, c'est-à-dire réaliser les choses. Si on ne met pas en place cette definition of done, difficile de réaliser les choses, difficile. Voilà, Omar, on est pile à l'heure, on a été bien, donc on a bien timeboxé la chose, heureusement pour nous d'ailleurs. J'espère que ça aura été utile à tous ceux qui nous ont suivis jusqu'ici. Donc peut-être je te laisse la parole pour partager ton dernier mot avant qu'on clôture. En tout cas, pour moi, ça a été... en tout cas, déjà, je tenais à remercier 10 000 codeurs. Hein. C'est pour l'opportunité qu'il me donne justement pour discuter de ces sujets d'agilité. On peut parler pendant 2 heures hein, sur l'agilité, Suleiman et moi. On ne va pas vraiment s'arrêter. Et juste mon petit conseil par rapport au sujet qui a été traité aujourd'hui, c'est vraiment cette notion d'artefact. Ça, c'est en tout cas, dans mes expériences en tant que coach, ça, c'est l'inquiétude finalement de l'entreprise et des managers. C'est dit, mais vous, l'agilité, moi, j'ai besoin de documents. Il n'y a pas de documentation dans votre histoire. Comment je fais? Et du coup, c'est important de chaque fois donner du sens, expliquer le pourquoi, le comment, pourquoi est-ce qu'on se met dans cette démarche. C'est pourquoi tout à l'heure, le conseil que je donnais aux entreprises, c'est de dire, n'allez pas seul. On ne se lève pas comme ça pour décréter, pour dire, OK, on casse tout, on devient agile. Faites-vous accompagner. Il y a des entreprises qui sont là, il y a des forums comme là qui sont là, et justement pour vous accompagner dans toute cette démarche-là. Et s'il y a un point à retenir, au-delà de l'agilité, ce n'est pas un outil, c'est une question de mindset. Ce qu'il faudra retenir, en tout cas dans les 3 artefacts qui ont été présentés, en tout cas l'un des plus importants qui résume la philosophie et la culture agile, c'est l'incrément produit. Voilà, Suleiman. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup, Omar. En tout cas, c'était un honneur de te revoir déjà et de partager, disons, ce webinaire avec toi. Donc, moi aussi, je remercie 10 000 codeurs qui nous donnent cette opportunité quand même de pouvoir partager notre expérience. Ça, c'est déjà une chose. Mais de pouvoir potentiellement inspirer d'autres qui vont se lancer dans ces sujets qui sont des fois peut-être pas bien abordés, on va dire, ou bien des sujets sur lesquels on ne trouve peut-être pas beaucoup de ressources. Donc, c'est vraiment une opportunité que 10 000 codeurs nous donnent de partager notre expérience concrète sur le terrain africain pour les Africains. Donc, c'est quelque chose qui est très important, je me dis. Je remercie aussi mes collaborateurs et associés, je dirais, de Yokouté, donc des gens qui sont une équipe de jeunes quand même dévoués et donc qui essaient de réaliser des choses. Et dans 2022, vous entendrez parler de nous. Et j'en profite d'ailleurs pour dire que à nos jeunes, en tout cas, talents, si vous êtes dans le digital, vous avez des compétences sur le développement, le DevOps, que ça soit front-end, back-end, toutes ces technologies-là, et que vous voulez en tout cas des opportunités de carrière sur le développement, n'hésitez pas à me contacter. Donc, vous voyez mon adresse en bas de cette vidéo-là. Envoyez-moi un mail, envoyez votre CV et voilà, on pourra faire des choses. Donc, voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci à tous et à très bientôt. Bye. Merci. Au revoir. Bye. Au revoir.
To outwit and outpace and where necessary outfight the enemy, you need to deliver support advantage and increase equipment availability. However, your existing maintenance solutions can't deliver. Pega's Industry 4.0 prescriptive maintenance solutions help transform your maintenance processes. By utilizing process automation combined with data exploitation and AI, we orchestrate all required activities based on insights generated from sensor data. Harness the power of that sensor data and edge computing to generate better insights of equipment statuses. Use those insights to orchestrate logistics processes and engineering efforts to optimize equipment support. Automatically orchestrate processes for personnel, spares, facilities, and equipment. Pega's supply chain solutions are proven with defense and industry partners globally to maximize equipment availability. Transform your supply chain solutions. Bridge the availability gap with Pega.